toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Rencontre dans laquelle vous avez rendez-vous avec votre avenir, peut-être dans l'univers justement du luxe, de la mode et du design. En tout cas, c'est votre prochain date, c'est le date que nous vous avons réservé justement avec cette émission. Cette émission, c'est l'occasion de parler justement du business du luxe et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le cofondateur et directeur général de l'école Sup de Luxe, Thibaut de la Rivière, bonjour. Bonjour mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut dire d'ailleurs aujourd'hui, parce que les demoiselles veulent qu'on les appelle des dames et les dames veulent qu'on les appelle des demoiselles. Apparemment, donc, la langue française voudrait qu'on appelle madame. Madame, alors bonjour madame. Merci. Ravi d'être là. Eh bien écoutez, on va commencer sans plus attendre avec la présentation et la partie qui s'appelle le speed dating. Et dans cette partie speed dating, je vous propose 2 minutes pour me parler de vous et du business du luxe avec une présentation rapide, on va dire, pour séduire les personnes qui nous regardent et notamment peut-être les futurs étudiants de ce secteur, les futurs professionnels. Merci. Alors, je suis Thibaut de la Rivière, j'ai 65 ans, j'ai eu la chance depuis plus de 40 ans de travailler avec ce secteur à une époque dont les moins de 30 ans ne connaissent pas, puisque c'était une époque où les groupes comme LVMH, comme Kering, comme Richemont et autres n'existaient pas. C'était une époque où, figurez-vous, quand on travaillait chez Cartier ou chez Hermès, on avait du mal à recruter. Donc nous avons très rapidement chez Cartier eu l'idée de créer, de fonder une propre formation pour fournir nos besoins en marketing. Le marketing, c'était nouveau, on en parlera peut-être tout à l'heure. N'oublions pas que dans le secteur du luxe, nous sommes dans une idée de marketing de l'offre et non pas de marketing de la demande. Alors pour les jeunes, ce sera peut-être compliqué à comprendre, mais je vais vous l'expliquer d'une manière très simple. Dans le luxe, on vend des produits dont le client n'a pas besoin. Il n'a pas besoin pour vivre. Vous allez chez Monoprix pour vous acheter à manger, vous avez acheté de la lessive, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de vous acheter effectivement un joli sac, une jolie montre, etc. Donc, chez Cartier, à cette époque-là, nous avons commencé à réfléchir, à faire évoluer, je dirais, notre comportement vers la clientèle. Cartier, c'était, comme d'autres marques, uniquement des fournisseurs de rois, de reines, de maharajas et de la grande bourgeoisie. Et si vous recherchez dans les archives, vous verrez que dans les années 60-70, Cartier était la première entreprise à s'intéresser, à développer des gammes de produits peut-être plus adaptés au nouveau public et non plus uniquement des couronnes de rois et de reines, des produits plus accessibles, plus compréhensibles, et ça a été une révolution un peu marketing, d'où le nom de notre institut, Institut supérieur de marketing du luxe. Dans le même temps, le luxe s'implantait dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on croit que le luxe est partout. Non, à l'époque, le luxe, il était tout juste au Japon. Il a fallu ensuite attaquer tous les marchés, tous les business. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du luxe. Vous pourrez venir me voir en conférence un jour si vous le souhaitez. L'idée, c'est simplement de vous dire que je ne suis pas là pour vous vendre mon école. Mon école, elle a 33 ans. Elle est une chaire Cartier. Il n'y en a qu'une au monde. Elle travaille avec toutes les marques et tous les professionnels du secteur. Donc, je ne suis pas là pour la vanter. Je suis là surtout pour tenter de vous faire comprendre quels sont les enjeux actuels de ce secteur. Un secteur qui va très bien, on va le voir après, mademoiselle. Donc vous faire comprendre que si vous vous intéressez à ce secteur, c'est un peu comme si vous voulez faire médecine. Si vous voulez faire médecine et que vous n'aimez pas l'être humain ou le sang, je vais un peu plus loin, c'est pas la peine. Si vous voulez faire dentaire et que vous n'avez pas envie de regarder des bouches des gens toute la journée, c'est pas la peine. Eh bien, si vous ne comprenez pas ce qu'est ce business où on vend un produit dont le client n'a pas besoin et où c'est le client qui est le principal enjeu du développement de vos marques, des marques qui sont faites pour gagner de l'argent, on en parlera aussi avec les chiffres d'affaires, c'est pas la peine d'aller vers ce secteur. Il y a des tas d'autres secteurs. En revanche, si vous comprenez, si vous avez une sensibilité aussi culturelle, et on en parlera aussi tout à l'heure, des niveaux de langue, des ouvertures d'esprit, n'oublions pas qu'aujourd'hui, une marque de luxe, elle vend partout dans le monde, et que ce n'est pas les Français qui achètent le plus le luxe. Actuellement, c'est le marché américain qui performe. Alors, je vais vous laisser continuer parce que sinon j'aurais dépassé les 3 minutes. Les bases sont posées en tout cas. On va passer effectivement à la deuxième partie de cette émission, plus et affinités.
donc apparemment affinité il y a puisque vous êtes encore là. Est-ce que Ils ne sont pas sauvés encore. C'est ça. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu du contexte du marché du luxe post-Covid? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous pouvez mettre peut-être le slide. Il y est, ah si, voilà, il y est. Alors, le marché du luxe a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est un marché qui, quoi qu'il arrive dans le monde, a une capacité de rebond extraordinaire. Si on prend ce qui s'est passé effectivement il y a quelques mois, c'est pas si vieux que ça, avec la crise Covid, on s'aperçoit que tous les business à cette époque-là ont vécu une chute très importante, avec certains même qui ont dû fermer, une chute très importante de leur chiffre d'affaires. Ça a été bien entendu le cas aussi dans le secteur du luxe. Là, je parle du luxe à la personne, hein. Et si vous prenez les chiffres, voilà, vous verrez effectivement qu'en 2019, le secteur était à peu près de 260 milliards de dollars. Et puis brutalement, en 2020, avec la crise Covid, ce secteur a perdu, comme tous, beaucoup d'argent. Et les marques ont souffert, c'est vrai. Les marques ont souffert, mais elles avaient une capacité aussi à se relever parce qu'elles avaient déjà vécu d'autres crises. Et donc elles se sont très vite relevées. Et dès 2021, eh ben, vous allez voir que le chiffre d'affaires est reparti au-dessus de celui de 2019. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on s'intéresse à ce secteur, il faut savoir que le fait de vendre des produits dont le client n'a pas besoin, qui sont avant tout faits pour, je dirais, apporter un supplément d'âme, apporter du plaisir, apporter de l'amour, apporter je dirais, une passion. On n'est pas dans, je dirais, dans un business identique à tous les autres. On est dans un business, effectivement, qui a cette capacité de résilience et de rebond, avec, toutefois, énormément de différences. C'est-à-dire que, si vous regardez le slide, vous verrez effectivement que la Chine, effectivement, a bien baissé en termes de chiffre d'affaires pendant cette période Covid, et que, par contre, les États-Unis ont très bien rebondi. Ce qui, dans l'esprit général des gens, n'aurait pas dû être le cas. Vous voyez très bien aujourd'hui que malheureusement nos amis chinois ne sont plus touristes en France. Et donc dans le même temps, il a fallu que les marques aillent s'implanter davantage dans les pays d'Asie, puisque les gens d'Asie, et entre autres les Chinois, ne venaient plus à Paris. Donc ça, c'est pour vous donner un contexte. Et alors le contexte, il est que, en fait, selon le cabinet Bain et selon les études que l'on fait chez les marques, on s'aperçoit qu'on va reprendre des augmentations de chiffre d'affaires de 5 à 10% chaque année, dans les années qui viennent, jusqu'en 2023, où on prévoit déjà 320 milliards. Dans le même temps, et ce sera le slide suivant, il s'est passé des grands bouleversements. Oui, quelles ont été les évolutions? Alors, voilà, racontez-nous. Le premier bouleversement, c'est effectivement les clientèles. Ce ne sont plus les mêmes. Les clientèles ont changé. Et donc la distribution a changé. Vous savez, on ne parle pas assez aux jeunes de ce qu'on peut faire dans le domaine de la distribution des produits de luxe. Il n'y a pas que le marketing dans le luxe. Tout ce qui va être logistique, supply chain. Par exemple, vous prenez un simple exemple. Est-ce que vous savez combien chez Cartier on vend, par exemple, de bagues 3 anneaux par jour dans le monde? 3000. Mais quand vous vendez 3000 bagues 3 anneaux par jour dans le monde, il faut savoir où il faut les envoyer, dans quel pays, quelles vont être les métriques, c'est-à-dire la taille de la bague, etc. etc. Et puis donc, il y a tout niveau de formation aussi, même dans le luxe. Niveau de formation, oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est en fait comprendre qu'il y a d'autres métiers que les métiers dont on parle en général. Hein, il y a des métiers, effectivement, qui sont... Alors, les métiers principaux, bien sûr, ça va être la création. Mais après, vous allez avoir tous les métiers qui sont le suivi du produit entre sa création et son client. Alors, ce qu'on va voir justement sur la slide, si vous le voulez bien, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, entre autres du fait, mais pas que, du fait de cette pandémie. Hein, attention, je ne parle pas du tout de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ça n'a rien à voir. La Russie n'était pas et n'est pas un gros marché pour les marques de luxe. Hein, c'est un marché comme un autre, mais ce n'est pas un gros marché. Donc on se rend compte effectivement que qu'est-ce qui a fait réagir les marques durant cette pandémie? C'est que vous, les clients, vous avez changé. Vous voulez autre chose. Vous voulez davantage d'émotion. C'est ce que j'ai mis sur le slide en parlant d'expérience client.
Et je ne sais pas si vous aurez l'occasion, par exemple, de passer soit place Vendôme, voir la boutique Vuitton, soit sur la rue de la Paix, voir la boutique Cartier, etc. Vous verrez que toutes les marques investissent énormément dans des lieux qui portent l'ADN de la marque pour vous faire vivre une expérience. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement, comme ça a pu être le cas dans les années 70-80, pour vous vendre un produit. On est là pour vous accompagner dans un univers de la marque et pour, je dirais, vous apporter cette expérience qui aujourd'hui est devenue indissociable. La deuxième chose, c'est l'innovation et la technologie. Il y a 10 ans, on ne parlait pas d'Internet dans le secteur du luxe. Ça a été le dernier secteur à dire « je vais me mettre sur Internet ». Et du jour au lendemain, c'est chose faite. Aujourd'hui, je suis même surpris de voir que des jeunes par Internet connaissent des choses que les autres jeunes d'il y a 10 ans ne connaissaient pas, parce qu'Internet leur apporte sur un plateau, effectivement, des tas d'informations, que ce soit avec les sites Internet, que ce soit avec, je dirais, les réseaux sociaux. Alors après, il faut en prendre et en laisser. Et puis, le e-commerce. Alors le e-commerce, il représente à peu près aujourd'hui quand même 20 milliards à peu près de chiffre d'affaires sur les 300 dont je parlais tout à l'heure. Attention, ce e-commerce, il se développe fortement, mais pas forcément dans tous les secteurs. En France, c'est surtout la parfumerie et la cosmétique. Par contre, si vous allez en Chine, vous avez un site vendeur qui s'appelle Alibaba qui vend tous les jours des Rolls, des Porsche, des Maserati en ligne. Bon, moi, si j'achète une Maserati, je préfère aller au garage quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est important, en fait, de voir cette augmentation du chiffre d'affaires de tout ce qui est la vente en ligne. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, n'hésitent pas, sont beaucoup plus alertes à acheter en ligne que moi, je peux l'être de ma génération. Le troisième domaine dans tout ce qui est nouvelle technologie, c'est tout ce qui est... Alors, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais vous irez voir ce que c'est tout ce qui est métaverse et NFT. On y croit pas, mais ça fait du buzz. Ça fait du buzz. Et là, c'est pareil. Les marques, elles attendent des jeunes qui vont être beaucoup plus agiles sur toutes ces questions. Et puis, un autre grand domaine qui n'est pas sur le slide, c'est tout ce qui est le marché de la seconde main. C'est-à-dire, et ça va m'amener à vous expliquer qu'en fait, la clientèle va changer du tout au tout dans les 5 prochaines années. Et donc, le marché de la seconde main, c'est surtout un marché qui est lié aux jeunes, lié aux millénials, lié à la Gen Z, lié à ce qu'on va appeler les alphas, que vous connaissez peut-être pas encore. Les alphas, c'est ceux qui sont nés dans les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que vous, les jeunes, vous êtes davantage prêts à acheter un produit uniquement pour le plaisir, pas forcément pour le conserver toute votre vie et le revendre. Non, plutôt, et le transmettre. Mais vous serez prêt à le revendre. Et si vous regardez ce que c'est que ce business, il est de l'ordre d'à peu près de 30 milliards actuellement. Il ne fait que grossir. Avec les Watchfinder, avec les Collector Square, avec tout. Et là, il y a du business aussi. Attention, c'est un vrai business. Ce n'est pas une marque, mais c'est une marque qui revend des produits de haute qualité et souvent ce qu'on appelle des icônes. Et on va voir à qui, justement, ce secteur peut plaire dans notre troisième partie qui s'appelle l'heure des confidences. Et donc, dans l'heure des confidences, j'aimerais savoir, selon vous, à quel type de profil ce secteur du luxe est-il destiné? Alors, moi, je dirais que tous les profils peuvent correspondre. Mais ce qui va être, pour moi, irremplaçable, c'est la passion. Comme dans tous les métiers. Et c'est peut-être le souci aujourd'hui que vous avez, vous les jeunes, comme nous l'avons eu aussi peut-être un peu avant, c'est de trouver son orientation passion. Et si vous voulez aller travailler dans le luxe, attention, je n'ai pas dit que c'était la passion de s'offrir un sac Chanel et un bijou Cartier. Oui, parce qu'il faut dissocier l'attrait que l'on a pour un domaine et l'envie d'y travailler. C'est très différent. Absolument, c'est très différent. C'est la passion, je dirais, d'accompagner des marques historiques qui ont su, au travers parfois de 2 ou 3 siècles, se maintenir. Vous avez un joaillier à Paris qui s'appelle Mellerio di Mele, rue de la Paix, qui a 400 ans. Et il est toujours dans la même famille. Donc c'est absolument formidable. Vous avez effectivement Esté Dupont, vous savez, les fameux briquets stylos, qui fêtent là, la semaine prochaine, c'est 150 ans. Chez Cartier, on avait fêté nos 200 ans il y a longtemps. Bref, ce sont des entreprises qui ont une histoire. Et ça, je trouve que c'est rassurant pour les jeunes aussi, d'aller vers des entreprises qui ont une stabilité et une histoire. Alors, les qualités. Si on prend le slide que je passe ici, pour moi, c'est effectivement d'abord la passion,
Mais la deuxième qualité, peut-être aujourd'hui et peut-être plus que dans l'ordre où je les avais mises, c'est l'ouverture multiculturelle. On ne peut pas s'intéresser à ce secteur si on ne s'intéresse pas aux autres cultures. N'oubliez pas que vous allez vendre des produits identiques aux Russes, aux Chinois, aux Allemands, aux Américains, mais vous allez accompagner votre vente, votre communication, votre politique marketing, votre visual merchandising, etc., différemment selon le public à qui vous parlez. Parce que ce public, il veut votre produit, mais il a envie d'être compris dans sa culture. D'où aussi la nécessité des langues étrangères. C'est très très important. De toute façon, c'est important pour tous les jeunes aujourd'hui. L'anglais, indispensable. Et moi, dans mes programmes, dès le bachelor, j'ai mis le chinois en deuxième langue obligatoire. Parce que c'est absolument indispensable. Alors le chinois, c'est pas que pour le luxe. Le chinois, c'est parce qu'ils sont 2 milliards, on est 70 millions. Nécessairement, les générations actuelles auront à travailler avec les populations asiatiques. C'est impossible autrement, de même que notre génération a été obligée de se mettre à l'anglais parce qu'on devait travailler avec les populations, entre autres américaines. Alors, on va peut-être lister un petit peu, justement, ces qualités des challenges de demain. Et sans doute que vous allez peut-être vous reconnaître dans un de ces challenges. La création. Si vous êtes un homme ou une femme qui est passionné par l'artisanat, qui a un don quelconque, ou même qui pense en avoir un, en créativité joaillière, en créativité mode, en créativité maroquinerie, en créativité joaillerie, horlogerie, etc., foncez. Il y a des besoins, il y a énormément de besoins. Aujourd'hui, on n'arrive plus, effectivement, à trouver des jeunes qui viennent vers ces métiers, à tel point que les marques elles-mêmes ont créé des écoles. Même Weston a créé son école à Limoges, etc., etc. Donc la création, c'est... Attention, le luxe, pour moi, c'est avant tout la création. Et après, c'est le commerce. La deuxième chose, c'est le digital et le e-commerce. Mais on en a parlé. Je vous ai dit qu'il fallait être agile en digital, en e-commerce. Apporter votre jeunesse et votre capacité à ces marques qui sont un peu parfois encore old school. Hein. On est un peu encore... et qui ont fait du mal à évoluer. Voilà. Alors non, quand même, ne me dites pas ça. Lentement, lentement. Qui vont lentement parce qu'elles se disent, oulala, il ne faut pas qu'on pollue l'image de la marque. Et ça, c'est clair. Donc on y va doucement. Il n'y en a qu'une qui a été très fort. C'est laquelle? C'est Balmain. Avec Olivier Roustin. Hein, et Olivier Roustin, il s'est lâché sur les réseaux sociaux. Ça a été formidable, puisque aujourd'hui, les jeunes qui sont là connaissent Balmain, alors que Balmain, c'était plutôt une marque ancienne pour les personnes un peu papy-mamie. Donc voilà, donc c'est intéressant. Passer du retail à l'expérience client, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans l'idée de dire on va vendre, on veut faire plaisir à son client. Ok, on veut lui piquer de l'argent, n'oublions pas, n'ayons pas peur de l'argent. Dans le secteur du luxe, on n'a pas peur de l'argent. Il faut qu'on fasse des chiffres d'affaires avec des bénéfices pour réinvestir dans la création. Donc ok, il va donner son argent avec plaisir, parce que vous lui apportez du plaisir en lui vendant cet objet. Vous allez le raccompagner à la porte, vous allez lui donner un joli sac, vous allez lui faire un joli paquet, vous allez lui faire des sourires, vous allez lui offrir une coupe de champagne. Il va vivre dans un univers de la marque et il repartira heureux. Ça, c'est très important. Le visual merchandising, je vais aller assez vite, c'est tout ce qui permet d'accompagner la découverte du produit. Donc ça va être les vitrines, ça va être comment on présente un produit et dans quel univers on le présente. C'est très important aussi. Et je ne parle pas ici, mais il y a un autre point qui est très important, c'est le packaging, avec toutes les révolutions sustainable. Alors je ne sais pas si vous êtes tous... Alors on parle plus de RSE que de sustainable, mais dans le luxe, moi je préfère parler de sustainable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'éviter, et même de ne plus faire du tout, de l'or qui vient de certaines mines, des diamants de la guerre, des cuirs de crocodile, etc., etc. Mais ça joue aussi sur le packaging. C'est-à-dire que vous, votre plaisir, quand vous allez vous acheter un joli bracelet, c'est d'ouvrir plusieurs boîtes. Donc ces boîtes, aujourd'hui, il faut qu'on les fasse dans des produits sustainable. Et derrière tout ça, des métiers très Et derrière différents. tout ça, des métiers. Parce que dans chaque marque, aujourd'hui, on ne travaille pas que le produit, on travaille aussi l'accompagnement de ce produit. En packaging, en visual merchandising, etc., etc. J'ai parlé du marché de la seconde main. J'ai parlé de la filière amont. Alors la filière amont, c'est tout ce qui est avant le produit. Il y a plein de jobs. N'oubliez pas que le produit, il part d'une idée. Ensuite, il nécessite des matériaux. Donc, il faut du sourcing en matériaux. Ensuite, il est fabriqué par des artisans. Il suit toute une chaîne. C'est ce qu'on appelle la filière amont. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi des métiers dans la filière amont.
Les nouveaux marchés, oui, les nouveaux marchés, puisque on se rend compte que là, actuellement, la donne a relativement changé. La France, vous l'avez peut-être vu, il n'y a plus de queue devant chez Vuitton sur les Champs-Élysées, il n'y a plus de queue devant les Galeries Lafayette ou le Printemps, donc c'est quand même un grand changement. En revanche, les Asiatiques sont demandeurs dans leur pays. De même que les Américains, mais les Américains reviennent. Je ne sais pas si vous avez écouté dans les rues, il y a beaucoup de touristes américains qui reviennent. Donc il faut de la capacité d'adaptation. Il faut être constamment à l'écoute. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec monsieur Bernard Arnault, qui est le patron du groupe LVMH, et avec lequel, bien sûr, j'échange régulièrement. Et il me disait, chez Chaumet, on a fait une erreur, puisque vous savez, LVMH avait racheté le joaillier Chaumet, qui avant était un joaillier indépendant. Et en fait, Chaumet, au moment où le Japon a souffert des dernières crises, Fukushima, etc., Chaumet n'était implanté qu'au Japon. Donc était uniquement à l'Est et pas du tout à l'Ouest. Et donc, monsieur Arnault et monsieur Fritsch, qui était le patron à l'époque de Chaumet, se sont dit, il faut maintenant vraiment qu'on aille aux États-Unis. Parce qu'on a toujours dans le luxe l'idée de dire, quand ça tousse à l'Est, ça va à l'Ouest, et quand ça tousse à l'Ouest, ça va à l'Est. Donc il faut être prêt à complètement changer, modifier tous ces circuits. Mobile et agile, comme on dit. Agile, voilà, agile. NFT, métaverse, je ne reviens pas là-dessus. Distribution, j'en ai parlé. Et l'agilité va me faire basculer sur notre dernière partie d'émission. Oui, parce que je suis trop long. Et non, vous êtes passionnant. Allez-y. On va passer sur le crush. Parce que s'il y a crush, il y a autre question qui nous intéresse. Peut-être juste pour rebondir sur votre suite et sur Sub de Luxe. Comment est-ce que vous formez à ces métiers-là? Alors, d'abord, on ne forme pas du tout à la création. On n'est pas une école de création. Je pourrais vous en donner plein, hein, que ce soit l'école Boulle, que ce soit l'école de la joaillerie de la rue du Louvre, que ce soit etc. Il y a toutes les écoles. Nous, on est une école qui prépare à un secteur d'activité et à son commerce, ou à son business, puisque commerce, ça n'est qu'une partie du business, à son business. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a développé tous nos programmes, la main dans la main avec les marques et les maisons, pour répondre à leurs besoins. Quand une marque me dit, Thibaut, ou des marques me disent, Thibaut, enfin les patrons des marques, on manque, nous, aujourd'hui, de lucidité chez les jeunes, quand, par exemple, au sustainable, ou quand à l'économie circulaire, hein, ou quand au retail, enfin, bon, peu importe, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous faisons évoluer nos programmes. Un programme qui touche à un secteur, si vous regardez depuis 30 ans, quelles sont les modifications qu'il a fallu apporter. Et donc, on a des programmes qui vont effectivement du bac, bachelor, etc., au MBA, à l'exécutif MBA, avec effectivement une montée, si je puis dire ainsi, en puissance dans l'enseignement. On commence par ce qu'est le client et on termine par les stratégies marketing. C'est toute une chaîne d'enseignement qui va passer, bien entendu, par aussi des connaissances juridiques, par aussi des connaissances économiques, par des connaissances géopolitiques, par des connaissances de communication, des connaissances d'utilisation du digital, etc., etc., etc. L'objectif étant que toutes les disciplines qui vont vous être enseignées, qui sont les mêmes dans toutes les entreprises, grosso modo, soient teintées, et plus que teintées, orientées luxe. Quand on va parler du droit, par exemple, on va le faire... Ah. La conférence des métiers de la communication et du marketing débutera dans quelques minutes. Oui. Oui. Quand on parle effectivement, du coup, elle m'a perturbé. Qu'est-ce que je disais? Peut-être que vous pourriez donner un conseil pour les personnes qui souhaitent s'orienter dans ce secteur et qui ne savent pas comment choisir leur école. Alors, choisir leur école, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que j'ai besoin de vous. Non, Sub de Luxe est archi plein chaque année. Et on essaie justement de ne pas dépasser certains effectifs. C'est-à-dire que grosso modo, en bachelor, on prend 100 par an, ça fait 300 élèves. En M1, on en prend une centaine. En M2, on en prend une centaine. En global, on en prend 25. C'est un programme high level pour des gens qui travaillent déjà. En fashion, on en prend 20 ou 25. Et en online, on en prend une trentaine. Donc on n'en cherche pas plus. Par contre, on cherche des gens qui ont envie. Des gens qui auront compris tout ce que je viens d'expliquer ou qui s'y intéresseront. C'est pas autre chose. Et donc, on vous sélectionnera
non pas uniquement sur vos notes, bien qu'il faudra que vous ayez bien sûr votre bac ou un bachelor ou une licence, ou etc., etc. Donc ça, ok, on rentrera là-dedans, mais par contre, on vous sélectionnera beaucoup sur tout ce que vous allez nous raconter, sur les documents que vous aurez à remplir, sur les entretiens que vous aurez à faire avec nous, etc. On cherche des profils qui, non seulement ont une passion, ont envie, sont travailleurs. Dans le secteur du luxe, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on travaille. Hein, on se la coule pas douce. C'est pas parce qu'on vend du Chanel qu'on se la coule douce. Non, au contraire. Au contraire. Des gens qui sont multiculturels. Qu'est-ce que j'oublie? Enfin, tous ces éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, si ces gens-là, effectivement, viennent chez nous, on va essayer de les repérer très vite. Et croyez-moi, malheureusement, on est très souvent obligé de décevoir certains parce que, en fait, ils sont plus dans le rêve d'aller s'acheter un tailleur ou un sac chez Hermès que de travailler au service de la personne qui va, et de la marque et de la personne qui va acheter. C'est complètement différent. Mais c'est passionnant, croyez-moi. Moi, j'y suis depuis 40 ans, j'ai vu ces évolutions. Aujourd'hui, on a un réseau de diplômés qui est absolument fabuleux, dont la plupart, effectivement, sont à la tête des marques, en 30 ans d'histoire. Et c'est absolument fabuleux de voir, justement, comment, à chaque génération, le business évolue et ce que la nouvelle génération apporte. À chaque fois, c'est complètement différent. Et là, je l'ai bien vu avec les jeunes qui sont rentrés en bachelor première année cette année. Ils sont différents des jeunes qui sont rentrés pendant la période Covid. Ils ont un autre, je ne vais pas dire un autre profil, mais des autres motivations. Donc motivation, passion, ouverture culturelle. Vous avez la chance d'habiter à Paris. Il y a tous les musées, il y a toutes les expos, il y a tout. Culturel. Lisez les jeunes, lisez, c'est très important. Ce que disait M. Cartier, et j'en terminerai là-dessus, il disait toujours à ses artisans quand ils sortaient de la rue de la Paix, quand vous allez sortir, regardez autour de vous, regardez la nature, regardez les immeubles, etc. Et si vous prenez les collections souvent de marques de luxe, ces objets sont toujours inspirés de quelque chose. Toujours inspirés de quelque chose. Et donc, soyez cultivés, d'autant plus que quand vous représenterez peut-être quelque part dans le monde une marque, vous représenterez aussi la France. La France est un pays que l'on regarde comme un pays de culture, comme un pays de savoir-vivre, de savoir-être. J'ai d'ailleurs créé des cours de savoir-vivre et de savoir-être avec un diplomate de la Cour royale de Belgique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quels sont les jeunes qui savent ce qu'est un repas à la française? Or, dans toutes les ambassades de France dans le monde, on fait des services à la française. Vous regarderez ce soir sur Internet, mais quand vous serez invité à l'ambassade au Japon ou en Chine, vous serez le seul à ne pas savoir ce que c'est. Donc je vous invite à vous cultiver. Et c'est un bon exercice. Oui, et puis je pense que c'est la vie aussi. C'est la vie de s'intéresser. Alors, je sais que les jeunes aujourd'hui lisent de moins en moins. Enfin si, ils lisent, mais autrement. Ils lisent sur Internet, etc. Non, prenez des bouquins, mais pas forcément du Dumas ou du Victor Hugo. Allez chercher des policiers, lisez. L'expression de ce qu'on lit est très important. Le vocabulaire, tout ça est très important. Alors, je sais bien que j'ai un peu un discours de vieux C, mais peu importe, j'ai pas peur de le dire. C'est ce qui fera votre différence dans la vie. Dans la vie, ce qui fera votre différence, c'est pas le diplôme. Bien sûr, vous aurez des diplômes, mais la France est un pays de diplômes, tout le monde en a. Ce qui fera la différence, voilà, c'est votre personnalité, c'est votre comportement, c'est votre passion. Et vous êtes passionné et passionnant. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et si vous avez envie d'informations sur ma modeste petite école, Sub de Luxe est, je crois, à 2 pas là, et vous aurez des étudiants qui pourront éventuellement échanger avec vous. Moi, je veux bien échanger, mais je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Non, je pense que je suis là pour vous conseiller, mais pas pour vous vendre une place dans mon école. Ce n'est pas du tout mon rôle. Merci beaucoup. Delarivière. Merci madame, à bientôt. Et donc c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver d'autres émissions sur la thématique luxe, mode, design sur la chaîne YouTube de l'étudiant, mais également sur les thématiques journalisme, communication, marketing et sur la thématique tourisme, restauration, hôtellerie. À très vite peut-être pour parler orientation.